Un truc qui a fait le déclic, ou pas? Non, elle est très bien cette question. Moi j'ai eu la chance, c'est que je suis tombé malade quand j'étais enfant. À l'âge de 6 ans, on m'a diagnostiqué un lupus. Et bon, à 6 ans, c'est pas. On s'en fiche un peu quand on a 6 ans. Et quand j'arrivais à l'âge de 12-13 ans et qu'on commence, vous savez, à se mettre du gel dans les cheveux, à se regarder dans la glace 3/4 d'heure le matin avant d'aller au collège, et que j'avais ces plaques rouges sur le visage, et que les médicaments ne marchaient pas très bien, et que j'avais des médecins qui me disaient « mais si, c'est bon, t'inquiète, ça marche et tout, voilà ». Et je me disais « en fait non, ça ne marche pas parce que j'ai ces plaques et que j'ai 13 ans, je suis obligé de mettre de la poudre pour les cacher, et puis j'ai envie de plaire, bon, à 13 ans j'avais envie de plaire aux filles, et donc ça m'embêtait beaucoup d'avoir en face de moi des médecins qui ne comprenaient pas que finalement l'important c'était pas que le plaquenil marche bien, que je ne devienne pas aveugle, que je ne fasse pas d'effets secondaires ou j'en sais rien, mais même s'il y avait des plaques, l'important pour moi, je m'en fichais finalement que le plaquenil marche bien ou pas, c'était les plaques, quoi. Je ne voulais pas avoir ces plaques, et en grandissant, je suis resté avec cette idée-là qu'il y a toujours un gap, vraiment un gros différentiel entre ce que veut le patient dans sa vie de tous les jours, en l'occurrence un gosse de 13 ans c'est plaire aux nanas, et ce que veut le médecin, à savoir que le traitement marche grosso modo sans trop d'effets secondaires, quoi. Et donc j'ai grandi avec cette idée-là, et j'avais toujours l'idée de devenir plus tard soignant, ça me plaisait bien, et puis j'avais une vision très fantasmée, vous savez, du soignant, du médecin, avec l'idée qu'on rentre le soir en se disant ah, j'ai été utile, j'ai sauvé quelqu'un, et bon, vous vous rendez compte rapidement que c'est pas toujours le cas, d'autant plus que, je sais pas vous, mais entre ce qu'on nous vend en cours et ce qu'il y a dans la réalité, c'est quand même assez terrifiant. On arrive en fac de médecine, on nous montre, alors déjà, la grosse blessure narcissique, je crois que c'est les bouquins d'anatomie. Tout est magnifique, tout est bleu, enfin les veines sont bleues, les artères sont rouges, les muscles, il y a des post-it qui sortent du bouquin avec le nom du muscle, et puis première section, on ouvre le corps, et en fait tout est gris, ça chlame, et puis il n'y a pas de post-it. Et donc on se dit, ah mais dans le livre c'était pas comme ça, quoi. Et en fait, tout notre métier est comme ça, c'est-à-dire que dans le bouquin on dit, bah, telle personne vient avec tel symptôme, donc vous suspectez telle pathologie, donc vous faites tels examens complémentaires qui accréditent ce diagnostic, vous donnez un traitement, et puis voilà, fin du jeu, le patient s'en va, il est content, il est guéri, et puis en fait dans la vraie vie, c'est rare que le patient vienne avec tous les signes cardinaux de la maladie, il dit ouais, je viens parce que j'ai des picotements sur la face droite du visage les soirs de pleine lune, quoi. C'est des trucs comme ça, parfois ils ont dit mais ça c'est pas écrit dans mon DG, et je sais pas du tout de quoi il parle, et puis alors, on fait au doigt mouillé comme ça des examens complémentaires qui reviennent mi-figue, mi-raisin. Alors déjà, on dit, non, mais dans les bouquins, normalement, voilà, la CRP, elle est à 150, elle n'est pas à 25, parce que moi, 25 de CRP, du coup, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je pense, et donc, là, et puis, tu balances un traitement en disant, bon, ben, on va voir, et puis le patient revient et fait, ouais, oui, non, je sais pas, peut-être, et on dit, mais non, dans le bouquin, normalement, ça marche super bien, ce traitement, et c'est comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais c'est régulièrement comme ça. On se prend comme ça des petites blessures narcissiques où on s'aperçoit que tout est beaucoup plus beau dans les bouquins que dans la vraie vie. Ça c'est une première chose qui m'a poussé à m'intéresser un petit peu à ce que ressentent les patients et les patientes, à ce que ressentent surtout aussi les soignants et les soignantes. Parce que on fait un métier que personne d'autre ne peut comprendre. Je ne sais pas vous, mais à Esclave Grenoble aussi, c'est en deuxième année qu'on fait les premières dissections. Voilà. Je ne me souviens plus, on a quel âge en deuxième année? Donc grosso modo, on a 20 ans, 19 ans, voilà. Enfin, vous vous rendez compte? Enfin, moi je ne sais pas vous, moi j'avais jamais vu de corps humain nu, mort. Et à 19 ans, ben oui, non mais... Et à 19 ans, on vous dit que c'est une sorte de rite de passage, un peu comme ça, tu vois, c'est génial et tout. Tu rentres, puis tu vois 13 silhouettes sous des draps verts, comme ça, et puis on ouvre ça, il y a une nana qui s'évanouit, moi en l'occurrence c'est ma copine de l'époque, et t'as
as ce corps qui est là, qui est posé là, et qui a eu une vie derrière, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est venu au monde, qui a appris à faire du vélo, qui est tombé de vélo, qu'on a remis sur scène, qui est tombé amoureux quand il ou elle était adolescent, qui s'est marié, qui a divorcé, qui a des enfants. Enfin, c'est toute une vie qu'on a là, qui est posée là, et quand on soulève le drap, et ben, nous, c'était à la fac de Toulouse, je m'aperçois qu'on a marqué avec un marqueur noir sur le front un numéro, parce que je dis, mais je lève la main, je dis au professeur, c'est quoi ce numéro? Il me dit, ah, c'est pour la traçabilité. Il me dit, ouais, mais enfin, on ne pourrait pas mettre des bracelets, je ne sais pas, on n'est pas obligé de prendre un marqueur noir et mettre sur le front du patient qui a donné son corps un numéro, quoi. Alors il m'a regardé comme si j'étais Che Guevara, que je voulais révolutionner la fac et que j'allais foutre le feu, mais c'était juste, j'ai une très très mauvaise note au CD de... Mais, et donc c'est des petites choses comme ça qui m'ont obligé un petit peu à faire un pas de côté et à me dire comment est-ce qu'on considère le patient ou la patiente, qui elle est, qu'est-ce qu'elle est, et surtout quand elle se plaint, comment entendre cette plainte-là. Et ça c'est un truc qui est terrible et vous allez vous en apercevoir, vous en apercevez déjà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très dur quand on a en face de soi quelqu'un qui se plaint de prendre en compte cette plainte et de se dire elle a mal. Si elle dit ou il dit qu'il a mal, il a vraiment mal. Mais comme nous on ne le ressent pas, il y a toujours une part de nous qui dit est-ce qu'il exagère pas un peu ou est-ce que il arrive bien à exprimer sa douleur ou est-ce que c'est pas... c'est très dur de se mettre dans la peau de la personne qu'on a en face de soi. Et c'est encore plus dur quand on pense au fait tout simple que vous, en tant que soignant, vous allez voir dans une journée 20-30 personnes et la personne qui est malade, elle va voir une ou deux personnes et si ça se passe mal, vous pouvez être sûr qu'elle s'en souviendra toute sa vie. Et vous pouvez être sûr que tous les dimanches midi, au repas de famille, vous aurez les oreilles qui sifflent parce qu'ils parleront de vous et on dira, tu te souviens comment ils s'occupaient de tata, machin et tout. Et ça, c'est une responsabilité dont on ne se rend pas forcément compte que nous, on voit des malades tous les jours. Donc la maladie, on l'a ancrée en nous. On s'est dit, bon, ben, c'est normal, ça fait partie du cycle de la vie. Sauf que quelqu'un qui vient aux urgences parce qu'il est malade, il allait très bien le reste du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un événement pour lui. C'est quelque chose d'important dans sa vie. Et donc tout ce qui va dans les 24-48 heures qui va suivre cet événement, ça va s'ancrer en lui. Il n'oubliera jamais. Je donne un exemple, mais une fois aux urgences, c'était la fin de ma garde, j'étais fatigué, j'avais pas eu le temps de manger. En plus, quand j'ai pas mangé, je suis méchant. Et j'étais en train de m'occuper d'une vieille dame qui venait pour un accident vasculaire cérébral. Et j'étais avec elle dans le box. En plus, je ne sais pas, nous, on dit toujours box, ce qui est un peu rien que le vocabulaire et un peu. Voilà. Donc j'étais dans le box avec la vieille dame et qui venait pour un accident vasculaire cérébral. Et là, on toque à la porte et c'était une infirmière qui me disait le gynéco qui t'a demandé pour la dame du box X, il est là, il t'attend. Et j'ai dit, parce que j'étais fatigué, parce que je ne m'en rendais pas compte et que la maladie, c'est notre quotidien, j'ai dit, ah oui, attends, j'arrive, je termine avec l'AVC. Et la patiente m'a regardé, elle me fait, avec sa vieille dame Marguerite, là, c'est moi l'AVC? Et alors, je dis, non, mince, non, c'est pas ce que je voulais dire, ben oui, mais tu l'as dit, quoi. Et je suis sûr que tous les dimanches midi, elle dit, ah, tu te souviens de ce connard de petit interne, voilà. Alors que j'essaye, globalement, la plupart du temps, d'être à l'écoute, d'être bienveillant, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tous et toutes potentiellement capables de maladresse et aussi de maltraitance. Et ça, c'est important d'envisager nos études en se disant je suis capable de maltraitance ou de maladresse. Ça ne veut pas dire qu'on est du tout des mauvaises personnes ou quoi, ça veut juste dire que, l'institution, toutes les institutions, et particulièrement l'institution hospitalière, sécrètent naturellement des moments de maltraitance. Quand je me souviens d'un dimanche après-midi où une aide-soignante avait mon numéro et m'a appelé en me disant oui, je suis désolé de te déranger un dimanche après-midi, je voudrais que tu me fasses une prescription pour des contentions pour 2 de nos patientes, voilà. Et j'ai dit oui, d'accord, très bien, et quel est le motif médical?
Ah ben je suis toute seule pour 60 personnes sur les 2 étages, là, je ne sais plus comment faire. Je dis, mais oui, mais ça, c'est pas un motif médical. Je ne peux pas te prescrire des contentions pour que les patients soient bien dans leur chambre. Et elle s'est rendue compte que oui, c'était pas un motif médical valable pour attacher quelqu'un. Vous vous rendez compte de la violence de ce que c'est. Vous avez une vie, vous l'avez vécue, puis arrivé à un certain âge, on se permet de vous attacher à votre ligne. Et l'aide-soignante s'est mise à pleurer au téléphone. Et je suis sûr qu'elle n'a pas fait aide-soignante pour attacher des gens parce qu'elle ne peut pas faire autrement et qu'elle est épuisée, qu'elle est débordée, quoi. Et donc, toute institution sécrète naturellement de la maltraitance, et ça ne veut pas dire qu'on est des mauvais soignants, des mauvaises soignantes, ça veut simplement dire qu'on doit faire avec ce qu'on a et que les cartes sont parfois mal distribuées.